toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux pour cette soirée d'hommage à Mario Vargas Llosa. Cette soirée, donc, nous organisons ici à la Maison de l'Amérique latine, mais nous co-organisons en fait avec l'Institut Cervantes de Paris. Donc, je remercie son directeur et puis également, je ne vais pas écorcher son nom, Eduardo Navarro, qui est le responsable des équipes culturelles de l'Institut, qui était un petit peu l'homologue de Anne Husson ici à la Maison de l'Amérique latine pour l'organisation de cet événement, avec également la participation de l'ambassade du Pérou. Donc merci Rolando pour cette participation et merci à l'ambassadeur d'Espagne d'être avec nous ce soir. Donc c'était assez. Vous avez vu quelques photographies de notre ami Daniel Wardzinski sur plusieurs se passent ici à la Maison de l'Amérique latine. Donc c'est un rappel du lien étroit qui unissait Mario Vargas Llosa avec cette maison. Donc je ne vais pas vous faire la liste de tout ce qu'il est venu faire ici parce que ce serait un peu fastidieux, mais chaque présentation de livre en français, donc j'imagine qu'il était nécessairement traduit par Albert Bensoussan, et donc publié chez Gallimard. Donc régulièrement, donc Mario venait pour la présentation de l'édition française de ces nouveaux ouvrages. Et si on retenait 2 années qui sont importantes dans cette relation avec la Maison de l'Amérique latine, c'est l'année 2010, qui est un mois avant l'attribution du prix Nobel. Le prix Nobel, on pourrait être recherché par certains prétendants au prix, donc rien à voir avec la littérature. Et donc, juste avant l'attribution du prix Nobel, une exposition avait été présentée ici, qui a ensuite tourné. C'était sur Mario Vargas Llosa. C'était aussi l'année où les Cahiers de l'Erne ont édité un numéro consacré à Mario Vargas Llosa. Et puis peut-être si on devait citer une deuxième année, c'est l'année 2016 où Mario nous a fait la gentillesse, après un événement important à la Sorbonne, de venir ici dans les salons de la maison célébrer son 80e anniversaire. Malheureusement, nous ne pourrons pas fêter les 90 ans en avril prochain avec lui ici, mais enfin, on aura une pensée particulière ce jour-là pour lui. Donc voilà, moi je ne vais pas être beaucoup plus long. Donc pour l'ouverture de cette soirée, donc je passerai successivement la parole à José María Martínez Alonso, donc le directeur de l'Institut Cervantes de Paris, à Rolando Ruiz Rosas Cateriano, l'ambassadeur du Pérou en France, à son collègue espagnol, Victorio Redondo Barrich, ensuite Étoine Gallimard, président des éditions Gallimard, et secrétaire perpétuel de l'Académie française, Amine Malouf. Ensuite, nous passons la parole aux 2 fils de Mario. Nous nous retirerons pour donner place ensuite à la table ronde qui sera animée par Daniel Lefort avec Juan Jesús Armas Marcelo. J'en profite pour dire, puisque je lui ai déjà dit, il se trouve que cet après-midi, je suis allé sur la chaîne YouTube de la Casa de América de Madrid, où Juan Jesús a animé aussi un hommage à Mario qui a eu lieu il y a très peu de temps. Donc, si vous voulez ensuite comparer les 2 hommages, allez aussi sur la chaîne YouTube de la Casa de América. C'est une publicité tout à fait gratuite. Donc, pour cette table ronde, Albert Bensoussan, donc qui est le traducteur historique de Mario Vargas Llosa. Ina Salazar, qui est professeure à la Sorbonne Université, et Claire Sourp, maîtresse de conférence à l'université Rennes 2, et donc qui animeront cette conversation autour de l'homme et de l'écrivain. Voilà, donc sans plus tarder, je passe la parole à José María. Buenas tardes y bienvenidos a este homenaje y recuerdo póstumo a uno de los escritores esenciales de nuestra época. Je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement la Maison de l'Amérique latine et l'ambassade du Pérou, co-organisatrice de cet événement avec l'Instituto Cervantes. Notre gratitude, celle des trois institutions, va à toutes celles et ceux qui ont accepté de se joindre à cet hommage. À tous ceux que le président de la Maison de l'Amérique latine vient de mentionner. Et bien sûr, merci à vous toutes et tous d'être présents ce soir.
Que Paris rende hommage à Mario Vargas Llosa, rien de plus naturel. Comme tant de latino-américains de son époque, de ses premiers récits, Vargas Llosa était convaincu qu'il ne deviendrait jamais un véritable écrivain s'il ne vivait pas à Paris. Il y passa cette année décisive. Plus tard, dans sa maturité, il avoua lui-même que c'est ici, à Paris, qu'il était devenu écrivain, qu'il avait découvert l'amour-passion et qu'il avait été plus heureux qu'en aucun autre lieu. Il était également naturel que de grandes institutions et personnalités de la culture française lui rendent hommage à ces lieux sacrés, écrivait-il, auxquels j'ai toujours essayé d'accéder à toutes les étapes de mon existence. Il expliqua autrement dans son discours de réception à l'Académie française, dans la traduction, bien sûr, d'Albert Bensoussan. La littérature française a fait rêver le monde entier à un monde meilleur. De là vient cette longue liste d'écrivains français qu'il a lus et admirés tout au long de sa vie. L'innombrable quantité d'articles qu'il a consacrés à la France et à sa culture. De même qu'il est bien connu qu'il attachait plus d'importance à entrer dans la bibliothèque de la Pléiade qu'à obtenir le prix Nobel de littérature. Il est tout aussi naturel que cet hommage réunisse les deux pays dont cet écrivain péruvien partageait la nationalité, le Pérou et l'Espagne, ainsi que l'Instituto Cervantes. L'Instituto Cervantes, c'est l'institution qui diffuse la culture hispanophone dans le monde entier. Vargas Llosa fit partie de son plus haut organe directeur de sa création en 1991 et il en refusa la direction à 2 reprises, heureusement, pour la littérature. Un autre grand latino-américain, Octavio Paz, qui vécut lui aussi longtemps à Paris, l'expliquait parfaitement. No se clasifica a los escritores, decía Paz, por su nacionalidad o su lugar de nacimiento, sino por su lenguaje. C'est précisément ce que fait l'Instituto Cervantes, faire connaître non pas une culture nationale, mais la culture d'une langue. Et Mario Vargas Llosa, antinationaliste, cosmopolite, voyageur, à qui la France a appris à découvrir l'Amérique latine et à se découvrir lui-même comme latino-américain, si très jeune où se trouvait son monde. Il expliqua, par exemple, depuis Paris, à peine âgé de 28 ans, dans une lettre au romancier Carlos Fuentes. Yo también creo, escribía Vargas Llosa en 1964, que el foco neurálgico de la narración está hoy en América Latina y que ahí tienen que nacer la energía, los mitos, los procedimientos capaces de salvar el género, que aquí en Europa todos parecen decididos a liquidar de un modo o de otro. En somme, Vargas Llosa sut très tôt que la technique narrative devrait s'apprendre en Europe, mais que le puits sans fond, celui par lequel nous sommes davantage et nous sommes autres sans cesser d'être nous-mêmes, comme il le disait lui-même, se trouvait dans la culture latino-américaine. La semaine prochaine, dans sa ville natale, Arequipa, se tiendra le 10e congrès international de la langue espagnole. Là, l'Instituto Cervantes présentera le dictionnaire Vargas Llosa, qui réunit une centaine de mots choisis par des écrivains et des penseurs autour de son univers littéraire et humain.
D'ailleurs, certains de ces auteurs sont parmi nous ce soir. Quant à moi, personne ne m'a demandé d'y participer. Alors, permettez-moi de vous dire quel mot j'aurais choisi. Paris. Et voici comment j'aurais justifié mon choix. Ville mythique où arriva un jeune barbare qui, dans sa maturité, réussit l'épée d'académicien. Car c'est dans cette ville qu'il apprit comment se révèlent les vérités profondes de la réalité humaine en racontant une infinité de mensonges. Merci beaucoup. Maintenant, je passe la parole à un autre Arequipeño illustre, l'ambassadeur du Pérou, qui est natif d'Arequipa. Ça tombe bien. Merci, Monsieur le Président, Monsieur l'ambassadeur d'Espagne, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie française, Monsieur le directeur de l'Instituto Cervantes, Monsieur le ministre d'État, cher Álvaro et Gonzalo Vargas Llosa, chers amis. C'est un grand honneur pour l'ambassade du Pérou en France de s'être associée à l'Instituto Cervantes et à la Maison de l'Amérique latine dans cette initiative de rendre hommage à ces Péruviens universels. Nous en remercions les intervenants, ses fils Álvaro et Gonzalo, ainsi que vous tous qui êtes venus nombreux nous accompagner ce soir. Nous célébrons en Mario Vargas Llosa, le magnifique romancier dont les récits et les personnages accomplis parcourent sans relâche une grande partie du vaste Pérou et d'autres confins de la planète. Les essayistes et penseurs perspicaces, les journalistes amènes, à la voix propre et libre, et les citoyens qui ont traversé les méandres de la politique à différents moments avec des convictions assertives. Vargas Llosa incarne également cette vision que l'on cultive de la France dans mon pays. Il a lui-même affirmé à l'ouverture de son discours d'incorporation à l'Académie française, en rappelant que depuis son enfance, puis lors de son passage dans notre université quadricentenaire de San Marcos, Paris, d'un point de vue artistique, littéraire et sensuel, était la capitale du monde. Son discours, lors de cette cérémonie, a confirmé le bon choix des saints mortels d'avoir fait de ces francophiles l'un de leurs, et pour nous, il s'est consacré comme un pilier majeur qui soutient la flamme de ces regards croisés franco-péruviens cultivés ici depuis les siècles de lumière. En parlant de ces piliers et de ces regards croisés, je regrette le départ vendredi dernier d'Enrique Siriani, son contemporain, un autre maître qui, depuis l'architecture, rendait aussi meilleure la vie. Sous la transcendance de Vargas Llosa et son énorme héritage, nous avons heureusement des voix plus qualifiées ce soir. Je tiens simplement à saluer les legs qu'il a laissés à notre natal Arequipa, où se trouve dans deux grandes maisons sa bibliothèque personnelle et celle qui porte son nom et qui a reçu d'autres collections et dons. C'est à cet endroit, lors d'un événement associé au Hay Festival Arequipa, stimulant manifestation annuelle qu'il a également promu, que notre prix Nobel a proposé en 2018 qu'il a vu accueillir le Congrès international de la langue espagnole. Le 10e congrès, comme était rappelé, s'ouvrira enfin dans une semaine et l'Académie de la langue espagnole, dont il était membre au Pérou et en Espagne, rendra des hommages à ses maîtres de la langue et Arequipa et mes compatriotes seront à nouveau fiers de lui. Mais surtout, comme aujourd'hui ici, ce sera une nouvelle invitation à ses lecteurs, anciens et nouveaux, à continuer à nous plonger librement dans ces récits, dans ce monde de fiction qui s'entremêle avec la réalité, afin qu'il continue à stimuler tous nos sens, nos idées et notre imagination. Qu'il en soit ainsi. Je vous remercie. Merci. Je passe maintenant la parole à Monsieur l'ambassadeur d'Espagne. Bonsoir tout le monde. Buenas tardes. Cher Monsieur Jean-Marc Laforêt, président de la Maison de l'Amérique latine, merci beaucoup d'avoir pris l'initiative de rendre cet hommage a Mario Vargas Llosa, Monsieur le ministre Manuel Valls, querido José María Martínez, director del Instituto Cervantes en París, muchas gracias también, querido colega y amigo Rolando, embajador de Perú en Francia. Enhorabuena también por esta iniciativa. España solo puede sumarse en el corazón y en la idea a este homenaje.
Je veux aussi remercier la présence d'Antoine Gallimard, président des éditions Gallimard, éditeur de M. de Vargas Llosa en France. J'ai ici une petite note, on disait de Vargas Llosa qu'il avait 3 maisons en France, la Sorbonne, l'Académie et Gallimard. Et, mes salutations aussi à M. Amin Malouf, secrétaire perpétuel de l'Académie française, et queridos Álvaro y Gonzalo. Et je profite également de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à Daniel Lefort, traducteur, ancien conseiller culturel français au Pérou, Juan José Almas Marcelo, et escritor y biógrafo de Mario Vargas Llosa, Albert Bonsoussan, traducteur de l'écrivain, Albert, Ina Salazar, professeur de la Sorbonne Université, etc. Et Claire Sourp, maître de conférence à l'université. Mesdames, Messieurs, la figure de Mario Vargas Llosa atteint des dimensions colossales. C'est l'un des géants de la littérature de notre temps. Je ne vais pas énumérer tous ces innombrables honneurs et mérites. Je citerai, moi personnellement, le privilège d'avoir pu assister à l'entrée de l'immortel Mario Vargas Llosa à l'Académie française. C'est un événement plein d'émotions et de gratification je crois que pour Vargas Llosa et pour l'Académie aussi. Évoquer Mario Vargas Llosa, c'est évoquer un écrivain qui a transcendé les frontières. Sa vie et son œuvre témoignent du fait que l'identité, cette identité avec laquelle nous luttons tous les jours, ne se limite pas à un seul territoire, à un seul pays, mais qu'elle peut s'étendre jusqu'à embrasser différentes cultures sans perdre ses racines. Vargas Llosa est à la fois péruvien, bien sûr, espagnol et français. Non par hasard, mais par destin, par vocation et j'oserais dire que surtout par gratitude. Dans son discours de réception du prix Nobel de littérature en 2010, Mario Vargas Llosa a affirmé, je cite en français la traduction, « J'aime l'Espagne autant que le Pérou. L'Espagne m'a accordé une seconde nationalité quand j'allais perdre la mienne. Je n'ai jamais senti, disait Mario, la moindre incompatibilité entre être péruvien et avoir un passeport espagnol, parce que j'ai toujours pensé que l'Espagne et le Pérou sont l'avers et le revers d'une même chose, dans des réalités essentielles comme l'histoire, la langue et la culture. Comme vous savez bien, Mario Vargas Llosa a vécu en Espagne, à Barcelone et à Madrid, dans des étapes différentes. Tous ses livres ont été publiés et étudiés et s'est intégré parfaitement dans le monde littéraire espagnol, devenant même membre de l'Académie royale de la langue, prix Cervantes, prix Príncipe de Asturias. On peut dire que Mario Vargas Llosa a été le plus grand écrivain hispano-américain de l'Espagne ou le plus grand écrivain espagnol de l'Amérique latine. Dans les années 70, c'est loin déjà, mais cette Barcelone accueillait les Vargas Llosa. Elle est devenue, cette ville, la capitale culturelle de la littérature en espagnol. Ce phénomène est dû à la consolidation de ce qu'on a appelé le boom latino-américain, un mouvement littéraire qui a donné une renommée internationale à un groupe d'écrivains originaires d'Amérique latine, parmi lesquels García Márquez, José Donoso, Jorge Edwards et Mario Vargas Llosa. Ils se sont installés dans la capitale catalane. À la même époque, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Augusto Roa Bastos, entre autres, rendaient souvent visite à leurs collègues. La capitale catalane, Barcelone, était alors encore sous la dictature franquiste, mais était déjà une ville ouverte aux nouveaux courants éditoriaux et culturels, et servait de lieu de rencontre, de laboratoire créatif et de tremplin pour ses auteurs. À Barcelone, des éditeurs courageux, tels que Carlos Barral, qui a décerné le prix Biblioteca Breve en 1962 à la Ciudad y los Perros, puis des agents littéraires tels que Carmen Balcells, ont joué un rôle fondamental dans la diffusion du boom et des écrivains et leur littérature. À la Barcelone de ces années 70, la littérature devenait un espace de liberté intellectuelle et apportait un vent de renouveau et de cosmopolitisme à une société espagnole qui commençait à remettre en question le régime franquiste.
En définitive, Barcelone a donné à Mario Vargas Llosa la possibilité d'être reconnu et Mario Vargas Llosa, les écrivains latino-américains, ont donné à Barcelone la possibilité de commencer à rêver de la démocratie et de la liberté. Mario Vargas Llosa est devenu un citoyen du monde, sans cesser d'être dans l'essence, comme je dis au début de mon exposé, un Péruvien qui écrivait. Sa vie représente l'union de trois traditions littéraires, l'espagnole, la latino-américaine, la française, la latino-américaine, l'espagnole. N'importe pas l'ordre. Des traditions qui dialoguent dans son œuvre et dans sa pensée. Aujourd'hui, en l'évoquant, je voulais célébrer non seulement l'écrivain, maintes fois récompensé, admiré, aimé, mais aussi l'homme, Mario, qui nous rappelle que l'identité n'est pas unique. C'est très important de dire ça aujourd'hui. Que la véritable patrie de l'écrivain, des hommes, des femmes, est la langue, l'amitié, l'amour, le cœur battant, le courage pour décider et des émotions. Merci beaucoup. Ouais, maintenant, je passe la parole à Antoine Gallimard, propriétaire d'une des trois maisons. Je suis la troisième génération, donc on s'habitue et le poids se fait léger avec l'âge. Queridos amigos. Ces queridos amigos s'adressent d'abord à vous, messieurs les ambassadeurs, monsieur le secrétaire perpétuel, chère Amine, chers amis, des hautes personnalités politiques qui nous font le plaisir d'être là et nous partageons aussi d'autres amitiés. J'ai eu beaucoup de chance quand j'étais plus jeune, justement d'avoir rencontré ce foyer intellectuel et littéraire magnifique. D'abord Borges, j'ai assisté à Octavio Paz quand il a reçu le Nobel. J'étais lié à Carlos Fuentes qui était là. Il y avait eu une exposition de photographie où il y avait à la fois, notre directeur de la Maison de l'Amérique latine avait très intelligemment réuni à la fois Carlos Fuentes et Mario Vargas Llosa, qui savaient à la fois dépasser la petite concurrence qu'ils avaient, parce que c'était tous des grands génies du roman. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ensemble, faisons cet hommage à Mario, nous pensons aussi à ce qu'a été et ce qu'est toujours la littérature latino-américaine. Et c'est vrai que c'est un foyer magnifique qui irradiera en permanence, comme vous disiez, ce mélange entre réalité et imaginaire et surtout la langue, le feu de la langue qui est là. Donc, Mario Vargas Llosa nous a quittés en avril dernier. On a toujours l'impression, en fait, qu'il est là à travers les photos et à travers nous-mêmes. Alors, merci à la Maison d'Amérique latine, à l'Institut Cervantes et à vous, monsieur l'ambassadeur du Pérou, pour cette belle initiative qui nous réunit. Ce n'est pas nécessaire de vous dire quel est notre attachement à l'auteur, pour moi, d'un livre majeur qui est La Fête au Bouc, qui aimait rappeler, vous l'avez dit, que c'était à Paris qu'il était devenu écrivain. Et en particulier au lien qu'il avait avec la Nouvelle Revue Française, avec Roger Caillois, avec Hector Bianchotti. Il faisait allusion à une époque aux racines littéraires et intellectuelles auxquelles il avait sitôt greffé son œuvre romanesque et critique, mais aussi à son parcours personnel qui l'amena en France dès 1959 et dans la collection La Croix du Sud de Roger Caillois, qui fut très important pour lui, en 1966. Le dernier livre, savez-vous qu'il aurait voulu écrire, son dernier livre, comme une sorte d'ultime hommage à notre culture, après son dernier roman péruvien, qui a eu un beau succès, était un essai sur Sartre, figurez-vous, le maître à penser de sa jeunesse. Il y a eu beaucoup de chemin parcouru depuis. Et comme j'avais eu l'occasion de le dire lors de la remise de son épée d'académicien en 2023, élection qui nous avait rendus vraiment fiers dans la maison, Mario nous a laissé une œuvre romanesque considérable, qui pour nous restera comme l'un des plus forts témoignages fictionnels sur le poids des tyrannies, les servitudes sociales et les forces émancipatrices. Il l'a fait en intégrant deux grandes traditions du roman de la modernité. La description critique et précise du fait social et politique, soutenue par une juste appréciation des choses humaines, d'autre part, l'inventivité et l'audace formelle.
avec toujours en place une place pour la beauté et l'espoir dans le chaos du monde. Étant donné que l'on meurt, il n'y a pas lieu de tristesse, il n'y a pas lieu à tristesse. C'est l'histoire qui l'emporte et donc il demeurera. Ces mots sont de Romain Gary et conviendraient bien à Mario. Jusqu'à son dernier livre, Je vous confie mon silence, il aura su incarner le dialogue entre ces deux continents d'appartenance, vous venez d'en parler, inspiré par le lien qui unissait la chanson La Foule d'Édith Piaf à une valse péruvienne des années 30. Façon d'évoquer pour conclure ce qui peut unir l'âme d'un pays au sentiment d'universalité et de dire encore une fois qu'il n'y a de pays réel, comme il écrivait, que dans l'humus populaire de la nation, dans le chant d'une guitare. À bon entendeur, salut. Merci. L'arrivée de Mario Vargas Llosa sous la coupole a été dans son parcours un épisode tardif, mais ce fut pour nous tous à l'Académie française un moment de bonheur et aussi un moment hautement symbolique. Le français et l'espagnol sont des langues sœurs qui ont vocation à établir entre elles des relations chaleureuses et personne ne pouvait mieux que lui incarner leur proximité, leur intimité. Il est évidemment exceptionnel que l'on songe à élire un écrivain qui a construit son œuvre dans une autre langue que le français. Mais Mario était un homme exceptionnel. Cette rencontre fraternelle entre deux langues s'est doublée, grâce à lui, d'une rencontre entre deux continents, l'Europe et l'Amérique latine. D'abord le Pérou, bien sûr, mais aussi, au fil des événements et des livres, la Bolivie, le Brésil, la République dominicaine ou le Guatemala. L'interaction si féconde entre ces deux univers culturels mérite d'être soulignée parce qu'en termes de littérature, en termes d'imagination et de puissance narrative, le Nouveau Monde a revivifié l'ancien et lui a ouvert des horizons prometteurs. À titre personnel, j'ai eu le privilège et la joie de rencontrer Mario pour la première fois chez une amie commune il y a 22 ans. C'était à la veille de la guerre d'Irak. Et j'avais pu mesurer l'intensité et l'acuité de son attention aux turbulences du monde. Nous n'avions pas la même vision des choses, mais j'avais été séduit par sa manière d'argumenter, par son désir de convaincre, de gagner l'assentiment de l'autre plutôt que de lui asséner ses propres convictions. Il se battait pour ses idées comme un preux chevalier d'autrefois, sabre au clair. On pouvait critiquer ses choix, ses préférences, ses affinités, mais on ne pouvait jamais l'accuser de dissimulation ou de duplicité. Je ne vous apprendrai rien en disant que nous vivons à une époque où l'on cherche à faire taire ses contradicteurs au lieu de débattre avec eux, où l'on estime normal de ne pas adresser la parole à ses adversaires et de ne pas leur serrer la main. Que l'on soit de gauche ou de droite, que l'on soit libéral, progressiste, républicain ou patriote, et quel que soit le sens que l'on donne à chacun de ces mots, on est trop souvent persuadé de détenir soi-même la vérité et de n'avoir aucune raison de prêter l'oreille à ceux qui pensent différemment. Mario Vargas Llosa appartenait à une génération qui chérissait le débat et la contradiction. Pour cela aussi, nous sommes heureux et fiers qu'il ait voulu rejoindre l'Académie française, qu'il ait porté avec grâce
l'habit vert et l'épée, et qu'il fasse désormais partie de notre histoire. Bonsoir à toutes et à tous. Il n'y a pas d'animal plus dangereux qu'un hispano-péruvien avec un micro devant lui. Et par conséquent, pour éviter de vous infliger un discours interminable et insupportable, j'ai préparé quelques petites remarques et comme ça, je respecterai le temps qui m'a été accordé. Monsieur le Président de la Maison de l'Amérique latine, Monsieur l'ambassadeur du Pérou, Monsieur l'ambassadeur de l'Espagne, Monsieur le directeur de l'Institut Cervantes, Monsieur le Président des éditions Gallimard, cher Antoine, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie française, cher et admiré Amin Malouf, Monsieur le ministre, cher Manuel, son épouse, chère Susanna. Mais je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement la Maison de l'Amérique latine. Vous savez que le terme Amérique latine est un terme qui a été inventé par les Français au XIXe siècle, que les Espagnols n'acceptent pas de bon gré et que les Latino-Américains utilisent de temps en temps. L'Institut Cervantes et l'ambassade du Pérou pour cette initiative généreuse et très émouvante. Mon père disait que les hommages rendus de leur vivant transformaient les personnes honorées en statues. Et lorsqu'il a reçu le prix Nobel en 2010, il s'est fixé précisément cet objectif, ne pas devenir une statue. Peut-être qu'il est allé un peu trop loin à l'automne de sa vie, dans sa poursuite de cet objectif, mais voilà une question plutôt pour ses biographes, s'il en a, et pas pour cette soirée. Je constate par contre que les hommages posthumes, on les fait inverse, parce qu'ils permettent à ceux qui ne sont plus parmi nous de revenir à la vie, de se réincarner en quelque sorte, de façon que, je dirais, c'est une raison suffisante pour être très reconnaissant à vous tous. J'aurais pu présenter un essai littéraire, un petit essai littéraire consacré à l'œuvre de mon père, que je connais assez bien, ou un discours sur sa longue relation avec la France. Mais il l'a déjà fait de manière exhaustive lors de son discours de réception à l'Académie française, et d'autres l'ont déjà fait ce soir ici, et le feront, j'imagine, lors de la table ronde qui mettra fin à cette cérémonie. J'ai pensé qu'il serait plus précieux de partager avec vous aujourd'hui quelque chose de plus intime et personnel, un instant de sa vie que seuls nous, membres de sa famille, connaissons, car nous l'avons vécu avec lui. Ce que je souhaiterais vous dire ce soir dans cette belle cérémonie n'a donc jamais été publié ni raconté ailleurs. Vous serez en quelque sorte les premiers à en être les témoins, les premiers à recevoir ce fragment inédit de l'histoire de Mario Vargas Llosa. Les dernières semaines de sa vie ont été très difficiles, car il souffrait de troubles cognitifs et ses forces physiques et ses défenses immunitaires s'étaient considérablement affaiblies. Malgré cela, nous avons maintenu un rituel quotidien qui consistait à faire une promenade en voiture tous les après-midi dans un quartier de Lima. Lima est devenue, comme certains d'entre vous le savent, peut-être une mégalopole gigantesque, donc les possibilités étaient assez nombreuses. Un beau jour, j'ai eu une petite idée. Elle consistait à choisir des lieux où se sont déroulés quelques passages de ces romans. Les endroits qui ont servi de décor à ces passages, si l'on parlait de pièces de théâtre, et à essayer non seulement de l'aider à revivre l'expérience d'écriture des histoires dans lesquelles ces endroits réels sont apparus, mais aussi de tenter quelque chose d'un peu plus audacieux, lui faire sentir qu'il était lui-même un personnage de ces romans qui se retrouvait dans ces endroits qu'on était en train de visiter. Et pour ce faire, je commençais par lui raconter brièvement, pendant le trajet vers ces lieux disséminés dans toute la ville, l'essentiel de chaque roman, puis lui narrer les événements de ce roman qui s'y sont déroulés. Et à en juger par ses réactions, j'ai tendance à penser qu'il s'en souvenait un peu, au moins un tout petit peu,
et que les épisodes liés au lieu de nos promenades lui revenaient partiellement en mémoire. C'est ainsi que nous donnions un sens fictif à ces endroits. Je n'ose pas affirmer de façon définitive qu'une fois sur place, il se transformait mentalement en l'un de ces personnages. On ne le saura jamais. Mais il y a des petits moments où j'aurais juré que ce fut le cas. Cela nous rappelle deux choses sur lui. Premièrement, la fiction a toujours été pour Mario Vargas Llosa la vie. Je ne dis même pas sa vie, mais la vie tout court. Et deuxièmement, il a toujours considéré la fiction comme une sorte de revanche contre les limites de l'existence humaine, car à travers elle, c'est-à-dire à travers la fiction, on brise, on casse les limites de notre existence et on remodèle à sa guise le monde qui nous entoure. C'est pour cela qu'il aimait tant le théâtre, qui était pour lui bien plus qu'un genre d'écriture. Il en fit une composante de sa vie à un âge très avancé, lorsqu'il s'est mis à jouer dans plusieurs de ses pièces de théâtre. La dernière fois qu'il est monté sur scène, il approchait de ses 80 ans. Transformer la vie en fiction, c'est précisément ce que nous avons essayé de faire au cours des dernières semaines de sa vie, en visitant des prisons, des bars, des coins de rue, des cachettes, des bâtiments abandonnés, des endroits où il pouvait se remettre à écrire et être lui-même, en quelque sorte, une création fictive, fruit de son imagination. Pour quelqu'un qui a passé une grande partie de sa vie à imaginer, c'est-à-dire à donner vie à un monde entièrement né de son pouvoir créateur, bien sûr avec des éléments tirés de sa mémoire et de son expérience, mais en fin de compte essentiellement avec son imagination créatrice, il était très cohérent de passer ainsi les derniers jours de sa vie. Pourquoi ? Parce que sa fin a été consacrée à la fiction, mais aussi déterminée par la fiction, en quelque sorte dictée par la fiction. Et cette relation entre la mort et la fiction, plutôt entre l'antichambre de la mort et la fiction, n'aurait certainement pas déplu à mon père s'il avait été pleinement conscient de ce qui lui arrivait. Je pense que cela reste une heureuse et ironique coïncidence, même si à certains moments ce fut dur pour sa famille. Pour finir, et c'est là que tout cela rejoint la France, je dirais que lors de ces promenades, il s'est produit à plusieurs reprises quelque chose de surprenant. Sans raison particulière, sans justification apparente, il se mettait soudain à parler français. On était à Lima. Parfois, il conversait en français avec son infirmier vénézuélien, qui était naturellement très surpris et ne comprenait rien de ce qu'il lui disait. Parfois, il parlait tout seul en se remémorant un passage de sa vie. Parfois, il récitait un vers. Parfois, il me posait des questions. Mais il n'y avait aucune raison pour qu'il le fasse en français. Cela arrivait simplement. Quelquefois, il était même pris par une envie surprenante de donner de brèves leçons de la langue de Molière à ses infirmiers qui l'écoutaient avec émerveillement, sans comprendre un mot à ce qu'il leur disait. Et l'avant-dernier jour de sa vie, alors que je lui lisais des textes littéraires dans différentes langues, il était évident qu'il était particulièrement ému d'entendre des vers en français, notamment ceux de Baudelaire, Hugo, Rimbaud, Mallarmé, Valéry, Aragon, etc. Je me souviens très clairement que lorsque je lui ai lu Le bateau ivre de Rimbaud, il m'a dit « Je me souvenais du rythme, pas des mots ». Ce qu'il m'a dit est tout à fait logique, car apparemment la dernière chose que l'on perd à l'approche de la mort est la sensibilité musicale. Dans les ultimes instants de son existence, il y avait donc quelque chose dans la poésie française qui correspondait parfaitement à sa sensibilité musicale. Tout cela pour dire que les derniers actes de sa vie avaient l'intention de rendre à la France, par des émotions littéraires comme celles que j'ai mentionnées, tout ce qu'il lui devait.
Et ce soir, cet hommage touchant que vous avez organisé à mon père est la consécration de cet amour réciproque entre lui et la patrie de ses maîtres littéraires. Merci beaucoup. Parler après mon frère Alvaro, c'est pas facile du tout, mais c'est un problème que j'ai depuis beaucoup d'années. Alors, je vais essayer. Bonsoir, buenas noches. Je tiens à remercier les organisateurs de cet événement. C'est le premier auquel j'ai pu assister depuis le décès de mon père, et c'est donc très émouvant d'être ici. Dans le seul article que j'ai publié à son sujet, il y a 20 ans, j'écrivais que malgré mon éloignement physique de lui pendant la majeure partie de ma vie, mon père a eu une influence considérable sur moi et a réussi à rester très présent. Il en va de même pour ma merveilleuse mère Patricia, d'ailleurs. Mon père a longtemps été associé au mot respect des points de vue différents et tolérance. Quand j'étais petit, ces termes me semblaient lointains. Mais un jour, par une expérience personnelle, j'ai compris ce qu'ils signifiaient et, tout aussi important, que mon père pratiquait ce qu'il prêchait. Permettez-moi de vous raconter une anecdote amusante. À 15 ans, alors que j'étais en pensionnat à Cambridge, au lieu de profiter pleinement de l'éducation britannique, j'ai choisi une voie radicalement différente. Je me suis converti au rastafarisme, un mouvement religieux né en Jamaïque dans les années 1930. Je suis devenu fan du chanteur de reggae Bob Marley. Je me suis laissé pousser les cheveux et je suis devenu consommateur de la ganja. L'école a alors pris la sage décision de mettre fin brusquement à mon séjour dans cette institution des plus traditionnelles. La réaction de la plupart des pères face à une évolution aussi alarmante aurait normalement été draconienne. Punir sévèrement le fils rebelle, voire l'envoyer dans une école militaire. Mais mon père ne l'a pas fait. Bien que ma transformation spectaculaire l'ait profondément inquiété, il ne m'a pas réprimandé. Je me souviens cependant d'avoir été contraint par lui à des conversations où il a tenté, sans succès, de me convaincre des graves conséquences que pourrait entraîner la poursuite de ma nouvelle voie non orthodoxe. Et puis, 2 ans plus tard, lorsque j'ai décidé de m'éloigner de cette religion, mon père a fait ce qu'il savait faire de mieux, intégrer cette expérience à ses écrits. Il a publié un article dans le New York Times Magazine, écrit avec un amour paternel, mais sur un ton assez moqueur envers moi et les croyances des soi-disant rastas, intitulé « Mon fils le Rastafari ». Et c'est ainsi que, du jour au lendemain, d'innombrables lecteurs dans tout le monde ont découvert ce que j'espérais rester un épisode très privé de ma vie. Tels sont les risques d'être le fils d'un écrivain célèbre. Mais ce que beaucoup moins de gens savent, c'est que bien plus tard, en 1995, mon père et notre famille se sont rendus en Jamaïque, où nous avons déposé des fleurs sur la tombe de Bob Marley et visité Trenchtown, le berceau du reggae. Mon père a écrit un article moins médiatisé sur ce voyage, dans lequel, à la fin, il faisait ce commentaire, je cite, «
dans les ruelles lugubres de Trenchtown, le mouvement Rastafari m'est apparu comme un pari émouvant contre la dégradation morale et l'injustice humaine. Je demande pardon aux Rastas pour ce que j'ai écrit à leur sujet et outre mon admiration pour sa musique, je proclame mon respect pour les croyances de Bob Marley. Fin de citation. Je partage ce dernier rebondissement de l'histoire car pour moi, cela illustre l'ouverture d'esprit de mon père. Selon ses propres mots, il n'y a pas de vérité absolue. Pour lui, cela était le cas dans sa vie publique comme à la maison. Laisse-moi, avant de conclure, revenir brièvement à 1987. J'étais alors à l'Université de Londres où j'étudiais la littérature et la traduction. J'adorais lire, une habitude que mon père avait imposée à Alvaro, à ma sœur Morgana et à moi dès notre plus jeune âge. C'était le seul aspect de sa parentalité où il appliquait une approche autoritaire. Mais je ne souhaitais devenir ni écrivain ni traducteur. J'avais 20 ans et je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie. Et puis, un jour, grâce à mon père, je l'ai trouvé. L'année précédente, il avait fait don des bénéfices du prix littéraire Rhys Hemingway à un orphelinat à Ayacucho, dans les Andes. Lors des vacances au Pérou, il m'a demandé, à ma surprise, de l'accompagner visiter l'institution. Nous ne sommes restés à l'orphelinat que quelques heures, mais il m'est arrivé quelque chose de magique. Sur le vol du retour pour Lima, je lui ai dit « Je ne veux pas consacrer ma vie aux arts. Je veux travailler pour les victimes de violences. » Il m'a regardé, surpris, puis, avec un sourire, m'a répondu « Tu es un jeune homme influençable. Peut-être changeras-tu d'avis, peut-être pas. À toi de décider. L'essentiel est de trouver sa passion, quelle qu'elle soit. » C'est ainsi qu'à 23 ans, j'ai rejoint les Nations Unies comme travailleur humanitaire au Pakistan. Depuis, je servis dans cette organisation dans de nombreux endroits touchés par la guerre ou des tragédies. Je me demande souvent à quel point ces longues années auraient été différentes, moins difficiles, mais sans doute aussi moins enrichissantes, si je n'avais pas accompagné mon père dans ce voyage à Ayacucho qui a changé ma vie. Il m'a également encouragé à persévérer lorsque, accablé par les tragédies dont j'étais témoin tous les jours, l'idée d'abandonner me traversait l'esprit. Il tenait à me rendre visite dans des endroits reculés et parfois dangereux. Je me souviens par exemple du voyage à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, de la visite à un Sarajevo criblé de balles et de mines, de ce périlleux voyage vers les communautés isolées de réfugiés colombiens dans la jungle du Darién au Panama, ou de sa visite au Port-au-Prince après le tremblement de terre dévastateur qui a fait plus de 200 000 morts. Et la liste de souvenirs est longue. Mon père aurait sans doute aimé me rendre visite en Syrie, où je travaille maintenant, mais son âge l'en a empêché. J'aurais voulu me promener avec lui dans la vieille ville de Damas et aussi lui montrer la transformation que connaît ce pays depuis la chute du régime d'Assad. Il me manquera donc beaucoup, non seulement comme père, mais aussi comme compagnon de voyage à travers le monde. Bien sûr.